Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui avec nous sur le plateau de La Pensée et les Hommes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le professeur Salvatore Campanella. Professeur, vous êtes professeur à l'ULB, dans la fac de psychologie. Vous êtes maître de recherche au FNRS, au CHU de Bruckmann et à l'ULB. Vos recherches portent principalement sur les marqueurs neurophysiologiques des maladies mentales en psychiatrie, mais récemment vous êtes plus intéressé à l'abus d'alcool chez les jeunes. Vous avez d'ailleurs publié un livre qui sera bientôt en vente qui s'intitule « Le binge drinking chez les jeunes, approche psychologique et neurocognitive ». Tout d'abord, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé un peu d'intérêt récemment? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ça? Alors bonjour et merci pour votre invitation. Il est vrai que l'alcool est ce qu'on appelle communément une drogue sociale. C'est vrai que dans notre culture, l'alcool est devenu vraiment quelque chose d'important, aussi bien au niveau des interactions sociales que dans nos rencontres. Voilà, on est habitué à boire un verre, on dit souvent les bons Belges, etc. à ce niveau-là. Et cette consommation d'alcool, si elle n'est pas prohibée, certainement pas, peut amener à des problèmes importants au niveau de notre santé. L'alcool est d'ailleurs une cause de décès vraiment importante à travers le monde. On considère aujourd'hui qu'il y a plus ou moins 25% de buveurs à risque en Europe, entre 5 et 10% de patients qui développent une dépendance à l'alcool. Ça représente quand même plus ou moins 2 500 000 personnes en Europe. Le taux de mortalité par an annuel est de plus ou moins 3 millions de personnes qui décèdent à cause d'une consommation excessive d'alcool. C'est 5,3% de la mortalité mondiale. Et parmi ces décès, on constate quand même que 25% des jeunes de 15 à 29 ans qui décèdent à cause de cette consommation d'alcool est souvent due à des accidents de la route. Donc voilà, l'alcool est vraiment un problème de santé majeur. Et étant donné sa position dans notre société, c'est clair qu'il y a de nombreuses recherches et de nombreux travaux à faire sur ce domaine-là, aussi bien au niveau de la prévention, donc notamment chez les jeunes, qu'au niveau de la prise en charge de ces patients alcoolodépendants qui restent à ce jour quand même globalement problématiques. C'est ça, donc j'imagine que le plus tôt on commence à boire dans notre jeunesse, le plus on aura de problèmes d'alcool plus tard dans la vie. Alors c'est vrai qu'il y a des études qui se sont intéressées à cette question et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la moyenne d'âge où on commence à consommer de l'alcool a quand même largement diminué de nos jours. On considère aujourd'hui que les premières expériences de l'alcool arrivent autour de 12 ans. Et ce qu'on sait, c'est que clairement, ce qui a été montré dans les études, c'est que, quand je parle évidemment de consommation d'alcool, je parle de consommation excessive, donc des états d'ivresse, etc. Ce qui a été montré, c'est que les jeunes qui ont ce genre de consommation d'alcool excessive avant et à partir de 15 ans ont 40% de chances de développer une dépendance plus tard dans leur vie, dans des circonstances de vie difficiles. Alors que si vous n'avez cette expérience qu'après 20 ans ou à partir de 20 ans, vous n'avez que 10% de chances de développer une dépendance. Est-ce que finalement, alors les Américains n'auraient pas raison de mettre la limite d'âge à 21 ans? Tout le problème, c'est toujours le problème de la prohibition. On est aussi dans une société où si on place des interdits, c'est clair qu'il va y avoir des envies de braver cet interdit, d'aller dans la recherche de sensations, etc. Et donc, je ne pense pas que prohiber est la bonne solution. Par contre, informer et éduquer aux méfaits de l'alcool peut être quelque chose de beaucoup plus utile. Et finalement, du coup, quelles sont les conséquences qu'on connaît aujourd'hui sur l'impact de l'alcool sur le cerveau des jeunes en comparaison avec les adultes? Alors, l'impact sur le cerveau d'un jeune ou d'un adulte, je vais dire, il est majoré chez les jeunes dans le sens où on sait aujourd'hui que notre cerveau est en maturation jusqu'à plus ou moins à l'âge de 25 ans. Ce qui veut dire que pour arriver à pleine maturité, le cerveau continue à évoluer tout au long de l'adolescence. Donc notamment, il crée des nouveaux neurones. On sait que toute la partie frontale du cerveau, qui est plus dédiée justement au contrôle, à la régulation de notre comportement, se met en place plus tard dans notre vie et arrive à maturation autour de 25 ans. Donc le problème de forte consommation d'alcool entre un jeune et un adulte, c'est que quand vous êtes jeune, quelque part, vous tuez des neurones, parce que l'alcool est une substance neurotoxique, et donc, quelque part, vous empêchez cette neurogenèse de ces nouvelles zones. Et donc,
vous empiétez sur le développement de ces zones cérébrales qui, justement, arrivées à maturité, vont vous aider à contrôler, à réguler vos impulsions et votre comportement. Donc, vous êtes encore plus à risque de développer une addiction parce que, quelque part, vous empêchez ces zones qui vont vous permettre de vous contrôler, de vous réguler, de se développer et d'arriver à pleine maturité. Et donc, l'impact chez les jeunes est majoré du fait de ce stade auquel ça arrive, où le cerveau est toujours en pleine maturation. D'accord. Et à quel moment est-ce qu'on peut parler d'abus d'alcool alors? Est-ce que c'est 1 ou 2 verres tous les soirs ou est-ce que c'est une bouteille? Quelle est la limite? Alors, si on écoute le Conseil national de la santé en Belgique, il considère en général qu'il faut essayer de ne pas boire plus de 100 grammes d'alcool par semaine. Ça veut dire une dose d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool dans une dose. Alors il faut savoir que quand on parle d'alcool, c'est aussi un verre de bière, une 25 centilitres à 5 degrés, c'est 10 grammes d'alcool, ce qui est la même chose qu'on trouve dans un verre de vin ou un verre de champagne, 10 centilitres à 12 degrés, ou un verre de whisky, 3 centilitres à 40 degrés, c'est une dose d'alcool. Donc ça, c'est 10 grammes d'alcool. Et il faut savoir, en général, donc, si vous écoutez le Conseil national supérieur de la santé en Belgique, il considère qu'on doit essayer de rester autour de 10 verres, 10 doses d'alcool par semaine pour rester dans ce qu'on appelle une consommation raisonnable. Après, évidemment, tout ça est si fortement... Le problème par rapport à l'alcool, c'est qu'il y a une très grande variabilité interindividuelle de la façon dont on métabolise l'alcool. Il y a des différences de genre, il y a des différences aussi au niveau génétique. Et donc tout ça fait que la consommation d'alcool peut assez rapidement amener à des effets délétères, mais qui seront très différents d'un patient et d'une personne à l'autre. Et donc on n'a pas de recettes ou de règles standards à donner en disant si vous buvez autant pendant autant de temps, à tel âge, vous allez forcément avoir des problèmes. C'est très variable d'une personne à l'autre. Et vous avez mentionné la génétique. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables à des addictions que d'autres en fonction de notre génétique? Alors là aussi, il y a des études qui montrent notamment que les enfants de parents alcooliques ont 2 à 3 fois plus de chances, entre guillemets, de développer une dépendance plus tard dans leur vie, dans des circonstances de vie difficiles. Alors là aussi, évidemment, on sait qu'il y a une composante génétique qu'on ne peut pas, on va dire, dénigrer, mais là aussi, ce n'est pas parce que vous êtes enfant de parents alcooliques que vous allez forcément développer une dépendance. Donc tout ça est toujours en lien avec l'environnement, avec son éducation, avec sa vie de tous les jours. Et donc forcément, oui, ceux qui ont une vulnérabilité génétique ont peut-être plus de risques de développer cette dépendance. Mais là, encore, je veux dire, il n'y a pas de règle absolue. Je veux rassurer les personnes qui nous écoutent et qui ont un parent alcoolique ne deviendront pas forcément dépendants, mais ils sont à risque accru. Donc là, il faut faire attention. Oui. Et j'imagine que des personnes qui font partie d'une famille où on voit beaucoup de consommation d'alcool aussi prendront plus vite cette habitude dans leur vie adulte plus tard. Oui, tout à fait. Donc là, c'est un peu, quand on parle d'éducation en général, c'est clair que si vous êtes dans une famille où vous voyez toujours vos parents consommer, boire énormément, et voilà, ben, quelque part, ça va vous donner un standard qui va vous, on va dire, vous diriger toute votre vie. Donc c'est clair que tout ça est important et l'alcool dans notre société est très facilement accessible aussi. Donc c'est quelque chose qui est aussi valorisé au niveau social. Donc, on connaît tous cette anecdote, quand vous arrivez dans une soirée, si vous ne prenez pas une bière et que vous prenez un coca, on va vous dire « mais qu'est-ce qui se passe, ça ne va pas, tu es malade ». Donc voilà, il y a un vrai travail à faire, certainement encore pour la prévention et pour la prise en charge des patients alcooliques, mais il y a aussi un gros travail à faire au niveau culturel, je pense, et quelque part arriver à dévaloriser, on va dire, l'alcool, tout comme ça a été fait pour de nombreuses autres drogues. C'est ça qui est assez intéressant quand on parle de cigarettes ou de cocaïne. Tout le monde a une approche qui est très négative par rapport à ça. Ça fait déjà beaucoup plus peur. Voilà, ça fait beaucoup plus peur, alors que l'alcool est quelque part une drogue sociale acceptée au niveau culturel. Et qu'elle est tout aussi dangereuse finalement. Et qu'elle est finalement tout aussi dangereuse. Et alors, en tant que personne qui consomme fréquemment, à quel moment est-ce qu'on doit faire attention? À quel moment est-ce qu'il y a des signes où on se dit « ok, là je devrais faire attention, ça devient dangereux ». Quels sont les marqueurs, on va dire? Alors je pense qu'il y a quand même 2 grands mécanismes, on va dire, qui peuvent être étudiés à ce niveau-là et dont chacun d'entre nous, chaque consommateur peut se questionner par rapport à ça.
La première chose, c'est qu'en général, quand vous consommez au début une bière ou un verre de vin, vous le faites peut-être pour vous relaxer, pour vous sentir mieux ou être plus à l'aise en soirée. Vous allez quelque part, à ce moment-là, obtenir l'effet qui est attendu assez vite. En prenant 1 ou 2 doses d'alcool, vous allez vous sentir moins stressé, vous allez vous sentir désinhibé. Il va y avoir cet effet un peu euphorisant de l'alcool. Et donc, à ce niveau-là, vous obtenez un effet assez rapidement. Un premier facteur sur lequel on peut se questionner, c'est est-ce qu'au fur et à mesure de ma consommation, j'ai dû augmenter mes doses d'alcool pour obtenir le même effet? À savoir, par exemple, le soir, je prenais 1 ou 2 verres de vin, je me sentais bien, plus à l'aise, etc. Est-ce que quelques mois plus tard, je dois en boire 3 ou 4 pour avoir le même effet? C'est-à-dire que là, votre corps a déjà développé ce qu'on appelle une tolérance à la substance. Vous devez boire plus pour obtenir le même effet. Donc ça, c'est déjà une première chose importante sur laquelle on peut se questionner. Et alors, le deuxième mécanisme qui est très important, c'est le contrôle que vous allez garder par rapport à cette consommation. Est-ce que vous êtes capable tout simplement de vous en passer? Est-ce que le jour où vous arrivez chez vous le soir et que vous ouvrez le frigo et qu'il n'y a plus de bouteilles de vin, est-ce que vous allez faire tous les night shops jusqu'au moment où vous pourrez en trouver une parce que vous avez absolument besoin de boire, ça vous met vraiment mal, ça vous met dans un état déplorable, vous êtes nerveuse, vous êtes irritable, est-ce que vous devez absolument boire pour vous sentir bien ou est-ce que vous pourriez très bien vous passer 2, 3, 4 jours, une semaine d'alcool sans en ressentir le moindre besoin? Et donc à partir du moment où vous voyez que vous devez boire de plus en plus et qu'en plus vous ne pouvez plus vous en passer, là, on peut commencer à se dire qu'on est rentré dans une consommation d'alcool qui est problématique. Oui, tout à fait. Et donc là, on est début mars, c'est la fin de la tournée minérale de février, donc peut-être le bon moment pour faire le point sur son efficacité. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une bonne chose de faire ça, d'essayer de voir si il y a une addiction ou pas? C'est clair que l'alcool étant de toute façon une substance neurotoxique, faire une cure d'1 mois, on va dire, on ne boit pas, c'est quelque chose qui peut être intéressant, ne fût-ce que pour se poser les questions dont je viens de vous parler. Est-ce que je suis habitué à boire un verre de temps en temps, à avoir quelquefois exagéré, mais sans plus, où j'en suis avec ma consommation? Ça peut vraiment vous permettre de vous dire, je ne bois pas pendant quelques jours, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que c'est compliqué ou pas du tout? Donc déjà à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment une bonne initiative. Évidemment aussi, il faut bien insister sur le fait que faire la cure d'alcool pendant 1 mois et puis ici au 1er mars se dire donc je vais rattraper le temps perdu, alors c'est pas du tout une bonne idée parce que si vous recommencez à consommer de façon encore plus excessive en mars alors que vous avez fait une abstinence pendant tout le mois de février, ça va être encore plus délétère pour le fonctionnement au niveau cérébral. Mais faire une cure d'1 mois est clairement une bonne chose, ne fût-ce que pour se questionner un peu, et peut-être la tournée minérale est une occasion pour le faire, mais dans votre vie de tous les jours, vous pouvez aussi vous dire de temps en temps, tiens, ces derniers temps, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup bu, que j'ai un peu augmenté mes doses, je vais essayer pendant une semaine de ne pas boire et voir ce qui se passe et comment je le vis en fait. Et ça, je pense que c'est important, déjà, c'est un premier pas pour savoir si on doit peut-être aller consulter ou faire quelque chose de plus... Et est-ce que vous avez vu dans votre clinique, dans votre entourage, une différence de consommation et de problématiques liées à ça suite au confinement? Alors au niveau du confinement, il faut aussi distinguer les 2 vagues, on va dire. Donc pour la première vague, ce qu'on avait constaté, c'est qu'il y avait 1/3 de la population qui n'avait pas du tout bougé à sa consommation. Il y avait 1/3 de la population qui, elle, avait diminué. C'était notamment le cas des jeunes, des étudiants. C'était assez évident vu que tout était fermé, pas de soirée à l'université, pas de discothèque, etc. Donc eux ont diminué leur consommation et 1/3 de la population, lui, avait augmenté légèrement cette consommation, notamment en faisant des petits apéros virtuels le soir plus fréquemment. Voilà. Donc la première vague n'a peut-être pas eu un impact majeur, je vais dire, sur la consommation d'alcool. Le problème de cette deuxième vague qui est ici donc, depuis octobre 2020, c'est que on parle beaucoup de la santé mentale des Belges qui est largement impactée par ce deuxième confinement, notamment chez les jeunes. Et donc, à ce jour, si on regarde ce qui se passe donc, notamment à l'hôpital Bruckmann dans les centres, l'unité alcool, on ne voit pas encore d'augmentation réelle au niveau du nombre de patients. Par contre, il y a quand même pas mal de gens maintenant et de jeunes aussi qui commencent à téléphoner, à voir un peu s'il est possible de venir plus tard.
Et je pense que probablement les effets, on va dire, de ce confinement vont se faire ressentir dans quelques semaines. Plus on avance, plus je pense qu'on va avoir des choses qui vont se manifester. Et on doit aussi craindre, notamment chez les jeunes, que quand il y aura enfin ce déconfinement qu'on attend tous, on peut s'attendre qu'il y ait des débordements et des exagérations à ce moment-là. Donc, disons qu'à ce jour, maintenant, on ne voit pas encore vraiment de différence, mais on peut craindre dans les semaines et mois à venir qu'on va avoir une résurgence des problèmes liés à la consommation d'alcool. Oui, c'est ça. Surtout que vous parlez de la santé mentale actuelle en Belgique, qui est de pire en pire, mais les gens, vu qu'ils s'ennuient, ils ne se sentent pas bien, ils sont anxieux à la maison, ils vont boire, mais du coup c'est un cercle vicieux, parce que plus on boit, plus on va se sentir anxieux, et plus on aura envie de boire, etc. Donc c'est vraiment, ça a des conséquences déplorables. Et vous me parliez aussi d'un centre qui a récemment ouvert, il me semble, au CHU de Bruckmel, qui s'appelle Alcool et vous. C'est donc des professionnels qui s'y connaissent bien dans tout ce qui est alcool et abus d'alcool, des neuropsychologues, des psychiatres, des infirmières, qui peuvent aider des gens qui ont des doutes sur leur consommation. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'ils font dans ce centre? Mais donc, c'est comme vous le dites, tout à fait. C'est c'est une unité qui s'appelle Alcool et vous, qui est dirigée par donc, un psychiatre, le docteur Catherine Anna, qui est une neuropsychologue, Lauriane Fabry, et qui font en 2 jours peuvent vous faire une évaluation globale de où vous en êtes avec votre consommation d'alcool. Donc, ce sont des tests, on va dire, aussi bien physiques, on va dire, une prise de sang, voilà, que des tests neuropsychologiques, voir où en sont vos fonctions cognitives qui sont importantes, notamment dans les mécanismes addictifs, comme l'attention, l'inhibition, etc. Et donc, eux peuvent un peu faire le bilan avec vous et aussi voir à un niveau plus psychologique. Pourquoi vous buvez, pourquoi vous en avez besoin, dans quel cadre ça se fait, et de faire un peu le point avec vous et voir voilà, où vous en êtes, vous donner un peu un signal d'alarme s'il faut, vous dire attention, là le feu est orange, faites vraiment attention, ou là vous êtes déjà trop loin, il serait peut-être intéressant d'envisager peut-être une cure de sevrage. Et voilà, c'est une étape qui peut être très intéressante, notamment pour les personnes qui ont augmenté leur consommation et qui se posent des questions en fait, et qui se disent oui, je vois quand même que ça commence à avoir un impact dans ma vie, où j'en suis et qu'est-ce que je peux faire pour y remédier le plus vite possible. Et donc, il y a cette fameuse légende urbaine qu'un verre de vin rouge le soir, c'est très bon pour la santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Je sais, on dit souvent ça, notamment pour tout ce qui est problème cardiovasculaire. C'est un petit peu ce qui est véhiculé. C'est clair que ce que j'en pense, c'est que si on a envie de boire un verre de vin rouge tous les soirs, pourquoi pas. Je vais dire, comme je le disais au départ, l'idée n'est pas d'être prohibitionniste. Voilà, maintenant, dire qu'on le fait parce que c'est bon pour la santé, là, évidemment, c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté dans le sens où, clairement, je veux dire, on ne boit pas un verre de vin, on ne boit pas de l'alcool pour améliorer son fonctionnement cardiaque, par exemple. Si vous allez chez un cardiologue et qui ne vous dira jamais ça, je pense, il y a des très bonnes médications pour faire cela. Et le fait aussi qui est indéniable, c'est que si vous buvez un verre de vin, en admettant, et même si je pense que les effets sont mineurs, que vous ayez un effet au niveau cardiovasculaire, vous faites du mal à beaucoup d'autres endroits, que ce soit au niveau du foie, au niveau du cerveau, au niveau de l'estomac. Et donc le gain, si on fait la balance des gains, vous êtes largement négatif. Donc voilà, boire pour sa santé, non. Boire un verre de vin par soir parce que ça vous fait plaisir et sans exagérer, oui, certainement. Mais... Et est-ce que les conséquences à long terme de l'alcool, on va dire, si par exemple on a beaucoup bu, on a abusé de l'alcool pendant longtemps dans notre vie, est-ce qu'il y a plus de chances qu'on développe des maladies neurodéveloppementales comme la maladie d'Alzheimer, etc. ou... Alors, l'impact de l'alcool dans une consommation à long terme est que vous allez développer ce qu'on appelle une toxicité lésionnelle. Donc, vous allez avoir des lésions qui vont s'installer au niveau du cerveau, vous allez perdre des neurones, donc de la matière grise, vous allez perdre de la matière blanche, donc ce qui permet aux régions cérébrales de communiquer entre elles. Donc, quelque part, vous allez perdre en masse cérébrale. Et tout ça fait évidemment que ça a un impact au niveau neurologique. Alors, c'est clair que les patients qui ont des fortes consommations d'alcool pendant très longtemps vont développer des problèmes neurologiques. Les plus connus sont notamment le syndrome cérébelleux. Ça, vous avez une atteinte massive au niveau du cervelet, ce qui vous impacte notamment au niveau moteur, donc tout ce qui est locomotion, élocution, donc langage, tout ce qui est précision aussi des gestes fins, rapidité des gestes au niveau moteur. Donc ça, vous avez ce qu'on appelle un syndrome cérébelleux.
qui peut être due à une consommation excessive d'alcool. Et vous avez également ce qui est assez connu, c'est le syndrome de Korsakoff, où là c'est un problème plus lié à la mémoire et où vous êtes incapable à partir de ce moment-là d'encoder des nouvelles informations en mémoire à long terme. Donc ça, ce sont vraiment deux grands problèmes au niveau neurologique qui peuvent apparaître, on va dire, suite à une consommation excessive d'alcool et de longue durée. D'accord. Donc vous parliez tout à l'heure aussi de prévention. Quelles solutions avez-vous mis en place à l'hôpital pour prévenir ce genre de situation et surtout les parents d'enfants adolescents qui les voient sortir en soirée, etc. Comment est-ce qu'on peut prévenir ce genre de problème et de consommation qui devient problématique? Alors je pense qu'évidemment, la meilleure prévention dans ce cadre-là, c'est l'information, je veux dire, et taper sur le clou. Je veux dire, c'est la dire, la répéter, la répéter, la répéter. Clairement, déjà aider à comprendre mais pourquoi boire de l'alcool, c'est chouette. Je veux dire, il y a des mécanismes cérébraux qui expliquent ça assez facilement. Quand vous buvez de l'alcool les premières fois, vous allez faciliter la libération de dopamine dans ce qu'on appelle le centre du plaisir dans le cerveau. C'est pour ça que vous vous sentez euphorique, désinhibé à ce moment-là. Et ces zones-là sont très proches des zones de la mémoire. Donc en fait, vous allez créer une association positive entre le fait « je bois de l'alcool » et « je me sens mieux ». C'est pour ça que vous allez répéter l'expérience. Si la première fois que vous buvez de l'alcool, vous allez trouver ça très mauvais et que vous allez passer un très mauvais moment, il y a des chances que vous ne le fassiez plus dans le futur. Mais en général, c'est vrai que l'association qui se crée, et je viens de boire un verre de vin, je me sens mieux, je suis plus sociable, je ris, les gens me trouvent drôle. Et donc, vous associez en mémoire le fait de boire à être mieux, en fait. Et donc, forcément, à partir du moment où ce genre d'association se crée en mémoire, il est clair, au plus vous allez avancer dans votre vie et au plus vous allez avoir peut-être des soucis ou des problèmes, au plus vous allez être amené à répéter cette action. Et donc, toute l'éducation aussi consiste à bien montrer que ce sont des associations qui sont créées, mais qui peuvent aussi, si vous avez des problèmes, il y a sans doute d'autres moyens de résoudre votre problème qu'en buvant de l'alcool. On a souvent l'association de boire pour s'aider à faire quelque chose. Et en fait, les conséquences sont bien plus importantes à long terme que le bénéfice que vous allez tirer à court terme. Et donc, ça, ce sont des messages assez simples, finalement, à faire passer et à bien expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que ça vous fait au niveau santé. Et ce message-là peut aider, on va dire, probablement les jeunes, pas à ne plus boire, mais certainement à boire de façon plus responsable, notamment, je pense aussi en expliquant le phénomène assez connu de la déshydratation. Je veux dire, quand on boit de l'alcool, on perd beaucoup d'eau, donc on est très vite déshydraté, et c'est ce qui explique notamment la gueule de bois le lendemain matin. Et il est clair que déjà de donner le message aux jeunes qui seraient, écoutez, essayez de boire 2 ou 3 verres pour vous lancer dans la soirée, comme on dit, mais après alterner un verre d'alcool et un verre d'eau, par exemple, déjà vous allez passer une meilleure soirée parce que vous n'allez pas vous déshydrater, le lendemain il n'y aura pas de gueule de bois et vous continuez à vous amuser. Donc c'est peut-être plus éduquer dans le sens de dire oui, il y a moyen, on va dire, de continuer à profiter de vos soirées sans vous retrouver dans un état où vous êtes complètement saoul et où on doit vous ramener chez vous. Je veux dire, donc c'est plus une question de régulation du comportement et certainement pas d'interdiction de ce comportement, mais essayer de responsabiliser, je vais dire, par rapport à la consommation. Ok, je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions, professeur, et merci à vous de nous avoir écoutés. Bonne journée et à bientôt.